Bisous, bon, ouais. J'ai plus de carte de banque. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a des mains baladeuses. Et quoi, on te la pète à quand? Les 90 euros qui me restaient sont partis aussi. On te la pète à quand, ta carte? Hier soir, de toute façon, il n'y avait plus d'argent dessus. Bah si, il y avait 90. Non, Ah non, ça, c'était c'est du cash. cash. T'as pas mis dans ton casier. Ah non, parce qu'hier, j'avais plus de casier. Pourquoi t'avais plus de casier? Ah ouais, parce que t'as découché. Donc ils ont donné le casier à un autre. Non, je sais pas, c'est parce que j'en ai pas souvent dedans, j'en sais rien. Donc en Mais dormant, tu sais que c'est pas les deux folles. c'est quelqu'un d'autre qui est rentré dans la chambre. Non, non, c'est celle de la chambre. Ouais, puisque. Elle sait exactement quel sac il est où mon sac à main il était. Avec ma carte dedans, mais le sac à main, elle sait très bien où il était. Les sacs, pourquoi pas. Comme, ouais, ton truc jaune en dessous du lit. Ouais, oui, ça c'est la folle. Ça c'est la folle, tu vois, mais bon, mais l'autre, le sac à main, il était en dessous. Comment ça se fait que On bloque ta carte? Bah oui, mais pour en recommander une. Ouais, mais si je la bloque, il y a l'autre qui va arriver au CP. Mais tu sais très bien que ça met 2 semaines avec le Ma CP. carte de banque, tu as ma carte d'identité. Ouais, moi j'ai ta carte d'identité, ça, y a pas de souci. Voilà. Mais, D'ailleurs, il faut que je. Ah non, faut que je l'arrange après. Et alors? Nous arrivons à Roland. Tu m'attends? Je suis là. Je suis là. J'ai 6 minutes de retard. 6 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Merde. Je t'avais dit que je venais avec Pierre. Toi, tu le savais? Fais-moi un bisou. Franchement, je râle. Pourquoi tu râles? Parce que elle m'a quitté. C'est bien? Oh merde. Ouais, elle m'a quitté lundi. Pas hier, lundi passé. Comment je fais? Parce que moi, les conseils sur les histoires de couple, t'as pas trouvé la meilleure, hein? Comment on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pour l'instant. Tu me le racontes ou pas? Ouais. Elle m'a dit, ouais, je vais chercher un paquet, une boîte de tabac pour toi, de la bière. Et je dis, ouais, tu prends mon téléphone avec et tu me le ramènes. Ah ben ouais, j'ai bu samedi et là, Plus de téléphone, plus de téléphone, on pas m'a de volé. tabac, Pas de tabac, plus rien. pas de gonzesse. Non, non. Et plus rien du tout. Et son sac, on l'a volé avec ses patrons, sa carte d'identité, sa carte de banque, tout le bazar. Hein. Et ton téléphone. Et mon téléphone aussi. Hein. Et comment je t'appelle, moi, maintenant? Bah, Comment je t'envoie des petits messages? Merde. J'ai là-bas au bureau, tant pis. Hein. Ou je viens te voir. Ah bah ouais, tu peux. Je sais rien. Que c'est rien, c'est rien. Je t'ai filé une veste toute propre, c'est pas pour... Moi, j'ai passé une nuit blanche alors. J'ai Ouais. pas dormi du tout. Tu dors pas? Alors, ça fait depuis qu'il est parti, je dors plus. Hier, j'ai essayé sans boire. T'as essayé? Sans boire. Sans boire? Ouais. Que de l'eau, j'ai bu hier. T'as bu combien hier? De l'eau? T'as bu que de l'eau? Après. Une bouteille d'eau. Et commenté? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Ouais. T'as bu ce matin? Non, Même pas une petite canette? même pas. Même pas. Parce que moi, je vais enlever les poings. Je vois que tu trembles. Ouais. Je veux pas te faire une deuxième estafilade, hein? Bah, c'est pas grave. Pas grave du tout. Comment tu te sens? Ah, moi, ça va, moi. C'est mes jambes qui. Je le vois. Parce que l'alcool, l'arrêter d'un coup, c'est pas... Hein, c'est de la merde, hein? Ouais. Tu sais que c'est quoi le risque? T'as déjà fait d'épilepsie, toi, en plus. Oui, 2 fois. Eh oui. 2 fois. Non, je sais plus. Une sans souci. Et une. Ouais, mais dans la rue, t'en as fait 150 chocs. Ouais. Allez, tu finis ton cigarillos, là? Ouais. Tu reviens de Cuba ou quoi? Non, elle vient de chez moi. Allez. T'es d'accord pour que Pierre y rentre? Ouais. Ouais, allez. T'as bu combien d'eau déjà ce matin? Tu m'en paierais, De l'eau? Ouais. Avec plaisir de l'eau. Ouais. Non mais tu sais, Oh, s'il te plaît, ça va. mais tu sais qu'avec le soleil il faut faire attention, sinon le mal de tête et tout ça, tu vois. J'ai eu avant-hier. Ok.
Je pense qu'à partir du moment où justement on va considérer que le travailleur social est un travailleur qui va lutter soit contre les injustices qu'il y a au sein de la structure dans laquelle il travaille, soit dans la société plus large, il y a un moment où il va devoir se cacher. De toute façon, il y a un moment où il va devoir faire les choses discrètement. Les révéler peut-être à un moment ou à un autre pour que ce soit pertinent, mais il y a un moment, cette lutte, elle est souterraine. Quand j'entends travail social clandestin, je pense plus à une... Ça me connote quelque chose qui est presque illégal, qui va caché et qui est à la frontière, qui est à la frontière du légal, voire totalement illégal. Ouais, mais je pense que je l'ai oublié en faisant le réquisitoire à l'hosto. C'est là la dernière fois que je l'ai sorti, tu vois. Mais je pense que je l'ai rangé après, je sais plus ce que j'en ai fait. Quoi? Non mais fais chier, là, tu me demandes de faire un truc et je suis même pas capable, tu vois. Parce que hier, ils m'ont cassé la tête pour faire le réquis parce que c'est à l'accueil là-bas. C'est pas chez le médecin. Parce que tu vois, quand t'es parti, j'ai été à la dame qui nous appelait là au bureau. Elle a dit ah non, c'est en haut. Et après, je me suis dit, putain, il faut que je range bien ton truc. Tu vas le trouver, toi. De plus en plus souvent, pour pouvoir faire un travail social de qualité, accompagner réellement les gens dans leurs difficultés, avec leurs besoins, au départ de leurs besoins, eh bien, il faut sortir du cadre, il faut ne pas répondre et ne pas appliquer la loi, ne pas appliquer la réglementation, ne pas appliquer la façon dont on nous demande de travailler parfois dans les institutions, dans les organisations. Et donc, il faut finir par prendre sur soi, et c'est l'éthique de travail du travailleur qui prend le dessus, et finalement, le travailleur doit effectivement faire un certain nombre de choses hors cadre, alors parfois soutenu par son institution quand la coordination, la direction se rend compte effectivement des difficultés face auxquelles on est confronté et donc peuvent parfois en faire un objet politique, mais parfois ce n'est pas du tout le cas et c'est parfois même dangereux pour le travailleur dans certains cas de l'énoncer et de le pratiquer de manière ouverte et revendiquée. Et dans ce cas-là, c'est lui qui prend sur lui de faire, soit dans le cadre de travail, de tordre suffisamment le cadre pour faire son travail malgré tout, mentir parfois sur ce qu'il fait pour pouvoir quand même répondre aux besoins des gens. Règle le fait que je ne m'en puisse étonner, c'était pas bon. Madame Mathieu, vous êtes passé chez mon collègue parce que j'ai plus le temps. Ouais, parce que c'est fin de service. Parce que la dernière fois que je l'ai sorti, Val, c'était à l'hosto hier, donc... C'est pas dans la grande part quand tu ramènes les papiers? Je sais plus ce que j'en ai fait. Parce que regarde, tu vois, là, j'ai ton Reiki. Tiens. Mais j'ai pas la photocopie. Mais prends la photocopie, ce sera bon pour maintenant. Après, Non, mais il faut... Non, mais je l'ai oublié à l'hôpital, c'est obligé. Mais en plus, puisque t'as plus de carte de banque... il faut que je la retrouve, ton truc de merde. Bah ouais, c'est ça. Putain, qu'est-ce que j'en ai foutu, moi. Apparemment, ça sera pas brassé. Hein? J'ai envie de la lettre brève, la mettre Fatima. Oh, quelle honte. Parce que hier, tu vois, j'étais pressé en plus, putain. Mais c'est ça l'hôpital, non? Maintenant, elle m'aurait dit à la paix. Oui, je l'ai mis là, putain, je l'avais mis dans la petite poche, regarde. J'ai la petite poche secrète, tu vois. Hey. Pour pas la perdre en plus, putain, Adelin. Eh, j'étais comme ça. J'ai pas dormi. Pourquoi? La papoula. Non, t'as eu peur? Non, ça fait mal. Ah, je te fais souffrir beaucoup. Ah, Je terminais, tu sais. c'est gonflé. C'est gonflé parce que ce qui me rassure, c'est pas chaud, c'est pas rouge, mais je te rappelle que t'as quand même pris un coup de couteau. Mais c'est ça, oui. Donc tu peux pas non plus avoir... Allez, bah, Par contre, Roland, je sais pas, c'est que... si t'étais pas dans la rue toute la journée, si, voilà,
je le laisserai à l'air, mais par contre, tu vas sortir toute la journée, Oui. tu vas chipoter toute la journée. Oui. On va le protéger Oui, parce oui. que sinon, ça va vraiment être rouge et Ouais. chaud et gonflé. Ouais, ça ouais. Ça, ouais. Et comme de toi, je sais plus aucune idée. Je sais là ou je sais pas, j'en sais rien. Non, regarde, il me rappelle. Yo. Ouais, dis, puisque ça passe à 9h ce matin, le temps qu'il y a la réunion et tout, elle finit à midi. Hein. Donc moi, je pourrais pas avoir la réponse avant du comité, en gros. Donc je te tiens d'office au courant, quoi, tu vois. Non, le comité, tu peux jamais. Si le comité dit oui, on n'a rien à faire. Si le comité dit non, là, nous, on demande rendez-vous au comité pour aller râler. Tu vois? Donc là, il faut attendre si c'est oui ou non. Ouais, d'office. Mais je sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps de passer à Jette, mais d'office, je te tiens au courant avec la décision du comité, ça fait? Mais ne va pas avant midi, puisqu'ils sont en réunion, donc personne ne sait quoi, tu vois. Et Nourdine, s'ils te disent non, t'as le droit de montrer que t'es fâché, mais pète pas tout, s'il te plaît. À l'aise, non, mais je te fais confiance. Dans certaines situations, il n'est pas possible de dire le vrai sur la situation parce que ce serait préjudiciable pour les populations. Le vrai institutionnel. C'est-à-dire que si on dit le vrai tel que l'institution voudrait qu'on lui dise, on mettrait à mal les droits fondamentaux des personnes qu'on essaie d'aider. Il y a un écart entre ce que se raconte la société et ce qu'elle est réellement. Et donc, pour pouvoir diminuer cet écart, il s'agit parfois de s'arranger avec la théorie. On ne peut pas s'arranger avec le réel est tel qu'il est, et c'est plutôt essayer de s'arranger avec la théorie pour qu'elle recouvre le réel tel qu'il est. Je pense que le travail social empêché, ça on y est déjà clairement, parce que les institutions en fait, et les administrations rendent les démarches tellement impossibles pour les personnes qu'en fait ça nous retombe dessus en tant qu'assistants sociaux. De base on est là pour accompagner les personnes, maintenant en fait on a charge que les personnes puissent avoir droit à ce à quoi elles ont droit, que ce soit des allocations, que ce soit un titre de séjour, que ce soit des diverses aides sociales. Donc maintenant on est vraiment garant de ça, donc empêcher pour les personnes très fort, et alors clandestin, ben oui, vu qu'on est un peu les derniers garants pour que ces personnes puissent obtenir ces droits ou ces titres de séjour, on est là pour faire rentrer les gens dans les cases, donc on passe par des chemins sur le côté pour tenter que ça passe au mieux pour eux. L'avantage de Roland, donc, il te parlait de Anna et de Ellie, qui donc travaillent au SMES, et voilà, il a un chouette lien avec eux, et la communication, elle passe bien avec eux, donc il a un soutien qui est complet. Avec l'équipe du SMES, c'est vraiment chouette. Et ça avance, hein. Ça avance. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Quand tu collabores, ça fonctionne. Donc des fois, ça fonctionne. On n'est pas toujours obligé de zigzaguer, de réseauter. Parce que là, tout ça, quoi. je suis un peu bluffée, quoi. Je me lève ce matin, vas-y, hein, pour me lever ce matin. Ça va, j'ai de la chance que j'étais chez moi hier. Hein. Non. Voilà. Tu voudrais dire quelque chose à Pierre ou pas? Ah non. Non, chercher à boire, ça oui. Tu vas chercher à boire, là c'est pas... On peut plus attendre. Ce qui est terrible, c'est de dire waouh, cette situation, elle marche vraiment bien. Parce qu'en fait, ma norme maintenant, c'est devenu que rien ne fonctionne. Et du coup, on valorise la situation qui fonctionne bien. En fait, ça devrait être le contraire, en fait. Ça devrait tout le temps marcher comme ça. Ça devrait tout le temps, on le rencontre en rue, on l'accompagne, on collabore avec le SMES, tac, tac, tac. Et en fait, vraiment, tu te dis que nous, ce qu'on trouve exceptionnel, en vrai, ça devrait être ça, la norme. C'est là. Ça, je sais que c'est là. Bon, tu marches un peu avec moi? Ouais. Ce matin, Hein? ce matin, pour me lever, c'est bien. Et pour l'instant, t'es escalator aussi. On montait dans le train de ça va. Ouais. Et j'ai des trucs. Oh, tu es dégueulasse. Hein.
si on veut pouvoir accéder aux soins de façon simple et parfois inconditionnelle comme on nous le vend, mais si au niveau socio-administratif, on n'est pas en ordre, on n'a pas accès aux soins. C'est-à-dire que si tu n'as pas ne serait-ce que ta carte médicale du CPES, tu ne vas pas à la maison médicale. Il faut que tu aies l'aide médicale urgente. Il faut que tu aies un minimum de socio-administratif en ordre, ne serait-ce qu'au niveau du CPES ou autre. Par exemple, faire un dépistage pour l'hépatite C qui se révèle réactif. Donc, il va y avoir tout un suivi qui arrive derrière. Et au moment où tu poses la question de l'assurabilité, le mec, il n'a rien, il n'a jamais mis un pied dans un CPS de sa vie. Et donc, tu sais qu'il y aurait une prise de sang à faire, il y aurait une échographie, il y aurait plein de choses à faire. Mais en fait, le mec, avant tout, il faut aller au CPS, demander la carte médicale. Des fois, ils mettent un mois, tu as jusqu'à un mois pour pouvoir faire. Puis demander des réquisitoires, puis demander les rendez-vous, puis aller à la prise de sang, puis redemander les réquisitoires, puis aller faire l'imagerie médicale. Avant d'arriver à voir, il y a tout un cheminement socio-administratif avant de pouvoir voir ton hépatologue, par exemple. Et souvent, si les personnes ne sont pas accompagnées, ils n'y arrivent pas, ils baissent les bras parce que c'est difficile, parce que des fois, nous, ils ont souvent la consommation qui rentre en jeu, mais il y a les problèmes de santé mentale, il y a la vie en rue. Comment tu veux arriver à l'heure le vendredi à 10h30 à tel endroit? Les mecs, ils ne savent même pas quelle jour on est. Ils ont dormi dans la rue. Ils n'ont pas de montre, ils n'ont rien, ils n'ont pas l'heure. Comment tu veux arriver à l'heure à un rendez-vous? Ça montre que si la personne veut faire les choses bien, dans l'ordre bien, il est confronté à beaucoup trop de difficultés. Il faut qu'on l'accompagne, et même quand on l'accompagne, on est obligé de négocier, de passer par quelqu'un qu'on connaît, de réseauter, et donc, ouais, ça me... Je sais pas, des fois ça me rend triste, des fois ça me met en colère, voilà, ça dépend des jours. Ouais, mais là, je sais pas s'il y a un psychiatre. Le centre de santé mentale, il y a des psychologues, ça certains, mais psychiatres, je sais pas. Ouais, au Méridien, ouais, la dernière fois, j'avais quand même eu un rendez-vous assez rapide, c'est-à-dire dans les 3 mois, quoi. Ou alors peut-être à Bracops, comme ça, c'est près de chez elle, je sais pas. Bah écoutez, ici, bon, monsieur est aidé depuis novembre de l'année passée, et il n'est toujours pas en ordre de carte médicale. Et donc, m'a-t-on dit que c'est parce qu'il ne l'avait pas demandé, alors que monsieur est quand même au risque, quoi. Donc c'était pour voir un peu ici si la demande était prise ou pas, puisque monsieur a le cachet de la pharmacie, et il a son médecin qui est sur 1000 Bruxelles, mais bon, c'est parce que ça fait des années qu'il est avec, quoi. Ouais. Oui, il l'a. Et c'est à 14h40, c'est ça que vous m'avez dit demain? 14h40 le 21. Ouais, franchement, un monsieur qui est en adresse de référence là, et en RIS, il n'a pas de carte. Bref. Je vais voir ça avec l'assistante sociale demain, mais... Vous entendez bien quand même, je sais pas si vous avez laissé un petit message que c'est quand même un peu déconné, quoi. Je sais bien que c'est pas vous, hein. Ouais, mais je sais pas si j'arriverai avec monsieur, en tout cas monsieur viendra, mais bon. Et l'assistante sociale est Nederlandstalig ou pas? Elle parle néerlandais ou pas? Normalement oui, ok. Parce que monsieur est néerlandophone. Ah, des traducteurs pour le néerlandais? C'est incroyable. Ok. Ok, vous prenez des traducteurs néerlandais. Incroyable. Ok, ça... Merci de l'info en tout cas. Ouais, au revoir. Eh bien, moi j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent en tête, mais un des plus concrets et des plus récents, c'est une jeune que j'accompagne depuis quelques années à l'AMO et qui a un parcours institutionnel depuis qu'elle a 6 ans. Donc elle est placée en foyer depuis qu'elle a 6 ans, elle en a aujourd'hui presque 17. Et ce qui me frappe très fort dans ce suivi, c'est clairement le manque de suivi des institutions. C'est moi qui suis amenée à faire la plupart des choses que le SAJ ou le SPJ, enfin là en l'occurrence c'est le SPJ,
est censé faire. Alors encore une fois, je ne leur jette pas la pierre, mais parce que clairement, ils sont dépassés par la situation. Et donc, je m'accroche. J'ai la chance d'avoir quand même là, pour le coup, le soutien de tous mes collègues et de ma direction. Ça, c'est super important. Et donc, clairement, dans cette situation, on sort du cadre et de l'AMO et de mon cadre à moi d'assistante sociale. On peut dire que je suis presque devenue sa famille de parrainage, en fait, à cette jeune, où j'essaie de lui apporter des bulles de bonheur, des moments de pause dans sa vie extrêmement chaotique pour une gamine de 17 ans. Et voilà, c'est extrêmement compliqué, c'est bouleversant, émotionnellement c'est compliqué, et pour moi, et pour je crois aussi mes collègues, parce qu'on est coincé, parce qu'on n'a pas de solution, et donc c'est accepter que quand elle quitte l'AMO, elle se prostitue pour s'en sortir, elle se drogue pour oublier, voilà. Et voilà, encore une fois, je voulais insister quand j'ai présenté un petit peu le cadre de mon travail, c'est qu'on est censé être un service de prévention. Hein. La réalité fait que dans 95% des cas, on n'est plus dans de la prévention. Et parfois, honnêtement, je veux le dire honnêtement, parfois je me disais, eh bien, je vais cadrer cette personne, je vais cadrer parce que je sens qu'elle part dans tous les sens, ça ne va pas aller, donc je vais lui rappeler qu'effectivement, qu'elle a des obligations et que si elle ne satisfait pas ces obligations, il y a un risque potentiel, hein, je n'étais pas non plus, c'est pas le père Fouettard, mais qu'il y avait quand même un risque potentiel de pouvoir avoir des ennuis avec ma hiérarchie. Et ça, les bénéficiaires étaient conscients de ce cadre légal. Maintenant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je ne le faisais jamais. Je n'ai jamais contacté un collègue responsable, on va dire, de son dossier ou de ses revenus. J'ai déjà eu un jeune qui arrive un vendredi soir, vers 17h30. Situation compliquée, son père, un vendredi soir à 17h30, le fout dehors, de chez lui. Il a à peine le temps de prendre son cartable, et puis c'est tout. Et il se retrouve devant chez nous, il ose frapper la porte. Il faut donc contacter toutes les institutions qui pourraient répondre à ses besoins urgents, c'est-à-dire un toit, de la nourriture, des vêtements, tout ce qui peut garantir des conditions matérielles d'existence dignes. Le soir même, on réussit à lui trouver une place dans un service d'hébergement pour jeunes en urgence. Et il doit renouveler sa demande de place chaque jour. Donc le lendemain, il doit redemander. Pendant ce temps-là, nous, on envoie des mails à toutes les institutions dont on sait qu'elles devraient et elles ont la fonction de prendre en charge ces populations dans des situations de ce type-là à moyen et long terme. Mais on sait aussi que ça n'aura pas lieu, puisque les services sont saturés. Donc on est obligé de ruser, on est obligé de s'arranger avec le droit, on est obligé de s'arranger avec le tissu associatif et militant qu'on connaît. On passe des coups de fil, on connaît quelqu'un qui sait qu'il y a des gens qui ouvrent des espaces, des lieux d'hébergement pour des populations marginalisées et précaires. Je parle du milieu du squat, pour être précis. Le squat à Bruxelles, quoi qu'en disent les politiques, a déjà sauvé beaucoup de situations. Je pense que dans le pire du pire des cas, c'est par exemple des dossiers où ça fait 8 fois qu'on demande le même document à la personne, qu'on l'a renvoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, moi, je ne sais pas faire les démarches. Avant, je savais faire les démarches simultanément quand j'avais un rendez-vous. Maintenant, j'ai plus le temps parce qu'on ne répond jamais au téléphone, parce qu'on ne m'envoie pas le document. Donc oui, bien souvent, je dis oui, la personne est avec moi dans mon bureau, alors que non, elle n'est pas du tout dans mon bureau. Dans des cas plus graves, je m'en rends bien compte, j'ai déjà été amené à faire des faux en signature. Simplement, je reprends certains documents que des gens ont déjà signés, exactement le même, je fais le même, je barre la date, je change la date, je le renvoie ou je repasse leur signature au décalcomanie parce que ces gens-là travaillent. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas devoir perdre des heures de travail déjà que tu n'arrives pas à finir le mois pour revenir, pour re-signer un papier, pour t'ouvrir un droit. Ça devient de la folie et constamment trouver des moyens tout le temps. J'ai travaillé dans un syndicat au moment où le contrôle de la disponibilité des chômeuses et des chômeurs s'est mis sur pied. Il nous est arrivé de carrément être quelque part nous-mêmes hors la loi parce qu'on a j'ai fait personnellement des fausses recherches d'emploi pour des personnes pour qu'elles puissent échapper à l'exclusion du droit aux allocations de chômage parce que ça les aurait mis personnellement
en grosse difficulté de précarité, pas seulement elles personnellement, aussi leurs familles, leurs enfants. La pauvreté est toujours suspecte, comment dire, il y a toujours une critique de ceux qui sont plus ou moins insérés sur ceux qui ne le sont pas suffisamment, en les suspectant de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour ne pas l'être. Et cette suspicion, dans des périodes où la cohésion sociale est de moins en moins forte, il faut quand même se rendre compte que chacun vit de plus en plus tout seul, avec moins de solidarité, cette suspicion est de plus en plus forte. Et donc, on amène l'État à être de plus en plus dans le contrôle. Et ce contrôle est insupportable pour les gens, il est contre-productif. Et donc, il amène les travailleurs sociaux à essayer de trouver des solutions en dehors de ce contrôle et autrement que ce contrôle. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On est dans un système qui produit des lois qui ne sont pas nécessairement justes. Et même quand les lois sont à respecter, elles ne sont pas respectées nécessairement par les pouvoirs publics et par les responsables politiques. Donc il faut quand même reconnaître qu'on est sur un terreau qui est devenu instable et qui s'instabilise, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, moi, je ne peux faire que prédire la montée en charge du travail clandestin, du travail social clandestin. Je pense que pour l'instant, quand on a 2000 personnes qui sont en droit à l'accueil, ou 3000 personnes qui sont en droit à l'accueil de demandeurs d'asile, à qui l'État dit non, il n'y aura pas, alors qu'ils sont condamnés par les tribunaux, immanquablement, c'est difficile. Je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre plein d'autres. C'est quand même très difficile. Quand on a une loi qui prévoit un moratoire sur les expulsions des logements et que les juges de paix disent on ne va pas l'appliquer, sincèrement, on est quand même dans un moment où on ne sait pas qui se met hors la loi. Est-ce que c'est le travailleur social clandestin, ou est-ce que c'est les juges, ou est-ce que c'est l'État lui-même? Donc attention à ce qu'on appelait à l'époque l'estompement de la norme, parce qu'on est quand même en plein dedans, quoi. Nous avons intitulé cette note « Entre pression et dépression », ça veut tout dire. Nous avons voulu, avec la Fédération de CPS, essayer d'objectiver un petit peu ce qui nous remontait du terrain, quant à savoir des gens aux abois, des demandes de plus en plus nombreuses, émanant de personnes de plus en plus fragiles, des situations très complexes, et donc il y a cette charge de travail totalement épuisante, avec une pénurie dans les recrutements, une pénurie de travailleurs sociaux. Oui, il y a une pression, on va dire, d'en haut. Puis il y a aussi une pression par rapport aux bénéficiaires, parce que quand ils viennent demander le revenu d'intégration, c'est pour manger, c'est pour vivre. Que je fasse des copies pour madame, ou je le remets comme ça? Je le remets tout? Vous ne voulez pas de copie? C'est généralement une moyenne de 100 dossiers par assistante sociale. Donc c'est énorme, on ne sait pas faire du travail social comme on le voudrait. On ne sait pas accompagner les personnes, donc c'est pour ça qu'on a besoin de services relais, soit au sein du CPS, soit dans le réseau social du quartier. Et puis alors les nouveaux, les petits nouveaux AS ont toujours un peu cette utopie qu'ils vont changer le monde, mais quand ils viennent, quand ils arrivent dans la réalité, ils ne vont pas changer le monde totalement. Mais s'ils peuvent déjà aider une ou deux personnes, c'est déjà bien. Mais voilà, ils ont l'utopie de pouvoir changer le monde, mais ce n'est pas en CPS qu'on va pouvoir changer le monde. Et vous, votre utopie à vous, votre espoir? C'est qu'on ait un peu plus d'assistantes sociales pour travailler avec nous, pour qu'elles aient moins de dossiers, qu'elles aient toujours l'envie de venir travailler, que leur travail ait toujours du sens pour elles. Certaines, pas plus tard que ce matin, m'ont dit qu'elles ne trouvaient plus de sens à ce qu'elles faisaient parce qu'il n'y a plus assez de social. Elles se considèrent un peu comme des secrétaires sociales et donc elles n'aiment plus leur travail.
Alors, vous êtes le compagnon, monsieur? Oui. Parce que de ce que j'ai cru comprendre hier, vous êtes hébergé donc chez vos grands-parents actuellement et vous allez peut-être avoir l'appartement à Grivnier, on croise les doigts. Oui. Okay. Ce serait pour habiter avec monsieur aussi? Non, pas du tout. Moi, j'habite avec ma fille. Lui, il habite chez ses parents. D'accord, ok. Donc monsieur, vous êtes dans vos démarches? Enfin, oui, on se soutient. Il vient juste m'accompagner, voilà, en espérant avoir une bonne nouvelle. Donc moi au départ je vous ai convoqué pour la prolongation annuelle. Après suivant ici votre situation, moi je dois quand même recontacter le propriétaire qui avait l'air quand même, il avait l'air d'être cool. Oui, moi aussi c'est ce que j'ai pu comprendre. Après ça ne dépend pas que de moi évidemment, mais je pense que j'ai quand même réussi à le rassurer et si ça se passe correctement, il ne devrait pas être contraire. Ben, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que c'est juste parce qu'en fait, il n'avait jamais travaillé avec le CPS. Donc lui, il voulait vraiment être rassuré sur ça. En même temps, on a une caisse comme une autre. Hein, je veux dire, oui, mais quand on leur dit CPS, c'est une catastrophe. Franchement... Allez, on croise les doigts. Je croise les doigts. Ça va? Merci beaucoup. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. D'accord. Et alors, si admettons, ça ne se fait pas, ça ne veut pas dire que vous ne serez plus aidé. D'accord, oui, c'est ce que le disciplinaire m'avait dit. J'étais en panique totalement. C'est pas possible. Non, c'est une situation temporaire. Après, on sait bien que le marché des logements, pour le moment, c'est compliqué. Oui, c'est horrible. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ça va? Merci, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. De rien, à Passez bientôt. une bonne journée. Merci à vous beaucoup. Aussi. Au revoir, merci. Le CPS est au centre de critiques très différentes. Pour certains, dont l'associatif, il fait enrager les gens, il est trop contrôlant, et pour d'autres, notamment à droite de l'échiquier politique, il n'est pas assez contrôlant. Il gaspille l'argent public. Il encourage l'assistanat des personnes. Il y a tous ces slogans que l'on voit fleurir. Et donc, il y a un débat très polarisé sur le sujet. Nous sommes au centre de ce débat. Et on dirait, en dernière analyse, que quoi qu'on fasse, on ne fait jamais bien. Ok. Alors, au niveau du français, je dirais que vous essayez quand même un petit peu, parce que entre nous, ça va. Avec votre application, ça va. Mais il faut quand même pouvoir se débrouiller toute la journée. Comment est-ce que... Pour le français? Oui. Maintenant, je parle bien. Ok. Il va quand même falloir continuer parce que si même vous voulez devenir chauffeur... Juste moi pour recherche de travail. Oui, mais pour la recherche de travail aussi, ça va être... vous n'aurez pas tout le temps votre GSM avec vous. Ça va être utile de comprendre un peu plus. Hein? Vous parlez français avec vos enfants? Oui, très bien pour le français. Comme toutes les pénuries, c'est assez facile d'aller chercher l'explication. Il y a vraiment un problème du côté des conditions de travail, de la correspondance entre les aspirations des jeunes qui sortent et ce qui est possible au travers de l'emploi. Et il y a un problème terrible d'image même de la profession. Alors, ce problème d'image, il est lié au problème aussi d'image des institutions elles-mêmes. Qui souffrent très très fort de ce qu'on a déconsidéré l'État social largement. Et donc aujourd'hui, faire du social n'est pas vu comme étant la preuve d'un esprit d'entreprendre ou qui sont beaucoup plus valorisés. Et on a là une conjonction de facteurs qui sont assez logiques. Et c'est comme toutes les pénuries. L'enjeu de la communication, dire venez, on est en pénurie, venez, ne va pas résoudre la problématique, parce que la problématique fondamentale, elle est liée à la fois aux conditions de travail et à une image qui ne pourra que se dégrader, d'autant plus que l'on continuera à stigmatiser les usagers des services sociaux. Donc ça, c'est l'exemplaire pour nous, celui-ci, c'est pour vous. Ça va ? Et ça, c'était la dernière évaluation du contrat. Donc vous devez signer ici, c'est ce qu'on vient de discuter. Donc absolument donner le numéro de Madame. D'accord ? Alors vous, s'il y a des recherches de formation, d'emploi et tout ça, vous devez me les amener aussi. Ça va ? Et s'il y a un changement,
Alors, on travaille avec la loi de 65 sur les compétences territoriales qui détermine quel est le CPS compétent dans le cadre de la demande d'un bénéficiaire. On travaille avec la loi 10, qui est la loi sur le droit à l'intégration sociale, qui nous est expliquée également par l'arrêté royal, tout ça de 2002, et par la loi organique des CPS de 1976, dans lequel aussi, dans cette loi de 76, se retrouve l'article 57 qui, elle, génère et gère tout ce qui est aide sociale propre. Montrez-nous cet annuaire. C'est un petit annuaire, c'est un aide-mémoire tout simplement qui reprend ici les différentes législations et tous les articles de loi. Alors nous avons également un manuel 10 qui lui est bien plus épais et qui nous permet aussi d'avoir des explications plus en profondeur sur un ou l'autre article de loi, enfin sur tous les articles de loi. C'est un outil du quotidien. C'est un outil du quotidien pour les superviseurs et pour moi aussi. Maintenant, c'est vrai que je pense que les assistants sociaux pourraient aussi l'avoir. Ce serait pas mal non plus, parce que c'est notre outil de travail. C'est la base de notre métier. On demande de plus en plus, et où la part de travail social réel est effacée par toute cette part de travail, je vais dire, administratif qui nous est demandé sur antenne en tout cas. En tout cas, et je pense que cette partie sociale est un peu estompée. D'où la difficulté aussi au niveau des assistants sociaux de se retrouver et de retrouver du sens là. Comment expliquer cette inflation de travail administratif? D'où est-ce que ça vient? Eh bien ça, je ne sais pas y répondre. Cette inflation de travail social administratif en plus, est-ce qu'on est dans plus de contrôle, dans des outils qui demandent à intégrer plus de données, voilà. Mais on n'est pas des bureauticiens, on n'est pas des encodeurs, voilà. On reste quand même des assistants sociaux, dans le plus profond de nous-mêmes. Et donc, à mon avis, il y a un gros effort de simplification à faire pour recréer des marges, du travail social. Parce que c'est tellement compliqué qu'on doit tout normer, et donc on ne sait plus faire de travail social. Mais par contre, il faut dire que sur le plan technique, le système n'est pas débile. Il y a quand même des protections, des niveaux de protection qui sont quand même largement supérieurs. Mais qu'est-ce que c'est compliqué ? Et qu'est-ce que c'est segmenté? Et donc, je pense que s'il y a un effort de réforme à faire, c'est un effort de réintégration de tous ces dispositifs les uns dans les autres. Par exemple, il y a une époque, moi je militais pour la question de la réintégration du droit à la santé des détenus, des sans-papiers, des demandeurs d'asile dans la sécurité sociale, plutôt qu'au SPF Justice pour les détenus, à fait d'asile pour les demandeurs d'asile et au CPS pour l'aide médicale urgente des personnes sans titre de séjour. Sincèrement, ça n'a aucun sens d'avoir 4 régimes de sécurité sociale sur la santé, alors qu'avec un, ça suffirait et que ça permettrait de redéployer du travail social correctement. Plus on multiplie les catégories, plus on donne l'impression d'être en train de gérer une problématique sociale, mais sans forcément résoudre les problèmes fondamentaux sous-jacents. Et donc je pense qu'il y a une forme de facilité en fait dans le fait de faire des réformes qui multiplient les normes. Ça donne l'impression d'une activité. Et donc voilà, c'est un premier élément d'explication. Un deuxième élément d'explication aussi, c'est que mine de rien, on observe vraiment un glissement aussi de la réflexion sur qu'est-ce que c'est une aide sociale. Ce que je veux dire par là, c'est que la dimension inconditionnelle de l'aide sociale est quelque chose qui semble aujourd'hui complètement absurde. On est vraiment dans une rhétorique des droits et des devoirs en permanence. Donc, imaginer quelque chose qui soit universellement accessible, ça devient très compliqué. Forcément, l'abandon de certaines idées universalistes, l'accès universel, amène, lorsqu'on rentre dans les logiques contractualistes, à énoncer énormément de règles, puisque dès qu'il s'agit de contrats, il faut mettre en place tout un arsenal. Qu'est-ce que ça m'évoque? Empêché ou clandestin?
Donc c'est le travail qu'on aimerait bien faire et qu'on ne peut pas faire parce que le règlement, les lois nous empêchent ou qu'on voudrait aller au-delà de ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est quoi aller au-delà? Moi, je pense qu'on peut toujours avoir dans notre relation d'aide au bénéficiaire la relation de confiance qu'on construit avec lui. C'est pas parce qu'on est encadré par une loi qu'on ne peut pas non plus. On a quand même aussi un devoir d'information et l'envoyer vers des institutions ou vers des services qui prendraient en charge cette problématique que nous, on ne pourrait pas éventuellement aborder. Et donc, je ne sais pas si c'est souterrain ou pas souterrain, ou si c'est empêché, mais voilà, si ça ne rentre pas dans notre cadre de travail, on est censé pouvoir nous orienter alors la personne là où ça pourrait aller pour elle. Ouais, l'adresse de référence, ils la mettent plus au CP. À Boulevard Rière, c'est fini. Ouais. Tu veux aller en audition au comité, toi, ou pas? Bah ouais, mais l'audition avec la commission, tout ce qu'ils vont dire, c'est que t'as pas été en ISP. Tu vois, ils vont juste dire ce que t'as pas fait, ils vont jamais dire ce que t'as fait. Parfois, l'associatif ne nous comprend pas parce que, voilà, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas intervenir dans cette situation-là? Et donc là, on réexplique, comme avec le bénéficiaire, lui expliquer les conditions, ce que ça implique. Mais voilà, c'est pas toujours compris non plus. Donc je pense que notre travail là, sur base de ces lois, il faut que le grand public le sache aussi, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. On est cadré dans notre travail. Mais on essaye de faire au mieux qu'on peut. Ça m'est arrivé de craquer, donc d'être en arrêt, d'être dans un état d'esprit qui s'apparente au burn-out, à de la souffrance au travail, de revenir et de finalement pas pouvoir être juste dans les rails, dans les clous et quelque part être juste exécutant, limite fonctionnaire. Donc voilà, on me demande de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je fais, j'oriente, ah, je peux rien faire, il faut téléphoner. Enfin, ça me paraît tellement invraisemblable de continuer comme ça qu'il y a un moment où j'y perds du sens. Et donc voilà, je finis par... ça m'est arrivé donc de remettre ma démission. Il y a une sorte de contradiction dans le chef du travailleur social parce qu'il se part des atours de la défense des droits fondamentaux, mais en vérité il est souvent du côté de l'ordre. La plupart de ses actions sont des mises en ordre. Et on pourrait dire qu'un mauvais travailleur social, c'est un travailleur social qui essaye d'adapter le réel à la théorie, plutôt que d'essayer d'adapter la théorie au réel. On n'est plus dans une société qui se bat pour faire valoir le droit des gens les plus démunis. Au contraire. On est en train de dire que si tu es de plus en plus démuni, bah c'est de ta faute.
C'est toi, c'est parce que c'est ta faute, tu l'as voulu, si tu es couché par terre, le nez dans ta misère, c'est parce que tu l'as voulu et c'est pas parce que la société t'a amené jusque-là. Et ça, c'est une grande différence, et c'est là où les choses ont changé. Et c'est ça que vient incarner le PiS. Le PiS vient dire, tu es responsable de tes problèmes. Alors qu'avant que le PiS existe, et il n'y a que quelques années, donc c'est vraiment relativement récent, cette transformation du travail social. Avant, c'était, ok, il y a une misère, on ne va pas faire de toi quelqu'un de riche, mais dans une société comme la nôtre, tu as le droit de pouvoir exister avec des moyens qu'on va estimer limités. Que pensez de tout ça ? Qu'on arrive à une gestion chaotique, catastrophique, structurellement déficiente de la gestion des populations populaires, des classes dangereuses, comme on dit. On ne fait pas grand-chose et pour le peu qu'on fait, ça ne change rien à la donne. Donc les gens sont pris à la gorge et même quand on les aide, ils sont toujours pris à la gorge. Ça fait du bien que ça soit. C'est bien? Ouais. Ça te va? T'es bien là? Ouais, ça bien. T'as mal au genou aussi? Ouais. Tiens. Frotte. Ah bah ça, je m'inquiète. Quand je te vois comme ça, je te le dis. Hein. Même si le secteur est historiquement un secteur militant, il y a un épuisement terrible des militants du secteur, même les plus âgés, et qui est tout à fait palpable. Il y a un mal-être qui s'est installé dans le travail social depuis des années et des années. On ne sait pas très bien quand ça a commencé, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, un de mes tout premiers papiers portait sur l'effet de l'état social actif sur le mal-être des travailleurs sociaux en CPS et hors CPS. Et les gens que j'avais rencontrés à l'époque étaient juste avant le burn-out. Maintenant, ils sont tous, mais tous, sans exception, en burn-out longue durée et ils seront incapables de revenir à l'emploi. C'était tous des gens très militants, très engagés. Je pense qu'il y a une certaine logique, du coup, à ce qu'il y a un découragement a priori. Qui veut se lancer dans un secteur où même des dinosaures finissent par devoir lâcher parce que la pression est trop grande. Tu m'as dit que tu avais mal au genou aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Ça fait longtemps que j'ai mal. Très longtemps. Tu veux que je te masse un peu avec la pommade? Ouais, ça fait longtemps que j'ai mal. C'est clair et net. Je travaille à faire la manche. T'as mal dedans ou t'as mal dehors? Voilà. Donnons même. Oh. Je te remonte un peu, je peux? Ouais. Ouais, la dernière fois, j'étais ici, ça me faisait mal. Mais t'es tombé? Peut-être? Ouais. T'es peut-être tombé. Ouais, je me rappelle plus. Oui. Qu'est-ce qui a changé, Roland, depuis la dernière fois qu'on a vu Pierre? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Ouais. T'étais en appartement? Ouais. T'es plus en appartement? Non, et après, je suis à la maison de retraite. T'es en maison de retraite. Et comment ça se passe en maison de retraite? Ça va, ça va. Ça va? Ouais. Donc, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour toi par rapport à avant? Tu me permets que je m'assoie à côté de toi? Ouais. Eh bien, ce sac, il sert à tout. Ouais, pour l'instant. Au niveau du sommeil, au moins, tu dors dans un lit confortable. Ouais. Ça, c'est bien. Mais moi, c'est qu'on va bientôt arrêter avec Roland parce que moi, je vais quitter le poste d'infirmier de rue. Je vais changer de poste d'ici 2 mois environ. Donc, je reste chez Transit et je vais passer au service formation. C'est multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui font que je quitte la rue. À côté de ça, le travail en rue, c'est un travail qui est assez difficile quand même. Hein. C'est certainement le travail le plus dur que j'ai fait
de toute ma vie. Je ne l'aurais certainement pas fait, je l'aurais pas fait à 25 ans. Je pense que je me serais épuisée, je m'y serais complètement perdue. Le fait de le faire un peu plus tard m'a permis de parfois prendre du recul et d'un peu mieux me protéger. Eh bien, il y a le côté physique. Déjà, mon sac, si je peux m'y asseoir comme ça dessus, je crois qu'il doit faire dans les 12 kilos. Il faut se le porter tout le temps. On marche toute la journée, on est dehors. L'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid, il pleut. Il faut s'adapter continuellement. Et il y a un côté aussi où c'est être confronté tout le temps à la violence. Alors, la violence de la rue, la violence des corps, la violence des douleurs, la violence des histoires de vie. On est confronté à tout ça. La violence des blessures. Voilà, c'est difficile. La vulnérabilité des gens, le manque d'accès à l'hygiène, la difficulté de l'accès au logement, tout ce avec on doit jongler avec ça. Les difficultés de l'accès aux soins, parce qu'on pense toujours qu'une carte médicale, on a des soins. Moi, je trouve que c'est pas si facile que ça d'avoir accès aux soins, parce que quand on n'a pas la carte médicale, qu'on n'a pas une maison médicale et qu'on n'a pas tout ça, où est-ce qu'on finit? Aux urgences. Comme hier. T'as été aux urgences hier? Qu'est-ce que t'as été foutre aux urgences? J'ai eu un malaise. Tu me le dis maintenant? Hier, j'ai eu un malaise. Bon, on en reparlera. Non, mais voilà, le truc c'est que tout finit aux urgences, alors que les urgences, souvent, on pense que c'est pour l'urgence vitale, l'urgence, mais l'urgence humaine et l'urgence sociale, on ne sait plus où l'accueillir, quoi. En tout cas, je ne sais pas si les urgences des hôpitaux, qui sont spécialisées pour les urgences vitales, parce qu'elles sont là pour l'urgence humaine et sociale, je ne suis pas persuadée que ce soit leur rôle propre. Et malheureusement, c'est sur eux que ça retombe, quoi. On va boire le café? Allez, viens, Chouka. Tous les matins, je vais chercher ma lettre. Tous les matins, je vais chercher ma lettre. On va où?